Je donne la parole à Laurent Lucot. Vous êtes vice-président de Grand Poitiers Communauté Urbaine. Alors, bonjour à toutes et à tous. Moi, je peux vous dire, un dimanche, voir une salle pleine pour parler d'eau, ça fait plaisir parce que c'est notre quotidien tous les jours. Donc, ça fait plaisir de pouvoir échanger avec vous et de pouvoir se rencontrer parce que les occasions sont rares. Donc, merci aux organisateurs de ce moment d'échange. Alors, je vais vous parler, moi, plutôt du petit cycle de l'eau. Alors, c'est quoi le petit cycle de l'eau? Ça veut dire qu'il y a un petit cycle, ça veut dire qu'il y a un grand cycle. Là, on parle effectivement du grand cycle de l'eau, qui est le phénomène que l'eau tombe, elle ruisselle, elle remplit nos nappes et nos rivières. Et puis, il y a un phénomène d'évaporation, elle repart, et voilà, c'est le grand cycle. Et puis, l'homme a créé quelque chose d'artificiel, qui est le petit cycle de l'eau. Donc, il est de façon artificielle détourné de ce grand cycle. Il est divisé en deux, donc ça s'appelle la moitié du petit cycle de l'eau, c'est l'eau potable. C'est-à-dire l'eau qui arrive chez vous. Il faut savoir que l'eau potable à l'état naturel n'existe pas. C'est toujours une transformation chimique. L'eau peut être consommable, si vous voyez la différence, à l'état naturel, mais pas potable. C'est des normes qui sont beaucoup plus exigeantes. Et puis, l'autre qu'on parle moins, mais qui est, moi je pense, encore plus important, l'autre moitié du petit cycle de l'eau, c'est quand cette eau-là, elle a été usée, salie, elle repart dans des réseaux. C'est ce qu'on appelle le réseau assainissement, le service d'assainissement. Ça repart par des tuyaux, c'est traité là, dans des grandes stations, et puis c'est traité d'une certaine façon, qu'il y a des normes aussi de rejet. Ça repart dans le milieu naturel. Ce que vous buvez, ça, souvent on me le dit, ce n'est jamais l'eau qui sort de l'assainissement. C'est toujours de l'eau qui vient des nappes phréatiques ou des nappes de surface. Alors moi, je suis en charge des politiques de l'eau et de l'assainissement à Grand Poitiers Communauté Urbaine depuis 2014. Et puis mes diverses fonctions m'amènent aussi également. Je suis un ancien administrateur de l'agence de l'eau, donc ça fait plaisir de voir les anciens collègues aujourd'hui. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu, je dirais, avant le Covid. Et puis, comme Sébastien, j'occupe également au Parlement de l'eau un siège de vice-président. Sur le petit cycle de l'eau, notre vision à Grand Poitiers, elle est simple. Nous pensons que l'eau est un bien universel. Pas un bien commun, un bien universel. Il y a une énorme différence, on pourra revenir là-dessus. Et puis nous pensons également que l'eau et l'eau potable, c'est la première denrée alimentaire. Dès que vous avez un aliment, toujours été en contact avec l'eau, et souvent, prenez de la viande, autre chose, la teneur maximum de la denrée que vous avez contient de l'eau. Notre mission, nous, à Grand Poitiers, c'est permettre à ses usagers, et pas ses clients, parce que nous sommes un service public, à ces usagers d'avoir un accès à moindre coût de cette première denrée alimentaire et avec la meilleure qualité possible. Je refais une petite parenthèse. Sur le territoire du département, il y a deux opérateurs historiques qui sont le syndicat Eau de Vienne, qui est un syndicat départemental, un service public de l'eau, et puis on va dire sur la zone plutôt urbanisée autour de Poitiers, en fin de compte Grand Poitiers, on a une régie d'eau historique qui est en gestion sur les 13 communes historiques de Grand Poitiers, les services publics de l'eau. C'est une régie. Je crois que c'est à peu près unique en France où on a l'eau et l'assainissement en régie. Même le bureau d'études est un service public. Donc nous sommes très peu confrontés, c'est aussi une volonté politique, très peu confrontés, sauf pour des travaux importants, renouvellement de réseau, tuyaux, on pourra en parler aussi si vous le souhaitez, mais nous sommes en totale régie publique. C'est un service qui travaille, mais comme Haute-Vienne, c'est un service qui travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas d'arrêt à Grand Poitiers. Les agents, là encore avant Noël, avec le gel, on a eu des casses de canalisation, ils remplacent les canalisations à 3 heures du matin. C'est ça, potentiellement, c'est ça notre quotidien. La station d'épuration, elle travaille, ils font les 3-8. Ça veut dire qu'on traite les boues, nos boues, nos rejets, c'est de la pollution humaine. Ça travaille jour et nuit, on ne s'arrête jamais, on a toujours un œil sur le petit cycle de l'eau. Donc, nous sommes dans un esprit, nous, de service public. Donc, nous considérons que l'eau ne doit pas être et ne doit pas devenir un bien marchand.
Ça, c'est notre vision. Et donc, quand on parle rarement d'eau. C'est très rare. Ça vient qu'aussi qu'on est une nation développée qui nous permet, on rentre chez nous à n'importe quelle heure, c'est magique, on appuie sur un bouton, il y a de l'eau potable. C'est-à-dire que c'est une denrée alimentaire que vous payez 1,36 € la tonne. Citez-moi, cherchez une denrée alimentaire qu'on vous livre gratuitement chez vous à la tonne 1,36 €. Vous n'en trouverez pas un. Même la paille coûte plus cher. Donc on n'en parle jamais, c'est naturel, et même avec une installation domestique, on peut l'avoir chaude, tiède, froide. L'eau, c'est assez exceptionnel, et puis elle repart, on ne sait pas trop où, mais en tout cas, on n'a pas besoin de la mettre dans un sac poubelle, elle repart automatiquement dans le réseau. Il y a un petit côté magique. Et c'est pas si magique que ça, c'est vraiment une organisation. Moi, quand je suis arrivé à Grand Poitiers, je ne pensais pas que les infrastructures étaient aussi énormes. Grand Poitiers, c'est 1200, 1300 km de réseau d'eau potable sous nos pieds qu'il faut surveiller, changer, moderniser, entretenir, etc. Donc c'est une petite fourmilière qui ne dort jamais. Donc on n'en parle jamais, sauf aujourd'hui, parce qu'il y a des événements sur lesquels on n'avait pas l'habitude de rencontrer. On voit bien qu'il y a un dérèglement climatique, un réchauffement climatique, et donc un souci de préservation de nos milieux et de cette ressource qui pour nous, en fait la première denrée alimentaire. On pourra, si vous le souhaitez après dans la salle, échanger. Il y a 2 volets pour faire très simple quand on a en gestion un service public de l'eau. C'est l'aspect quantitatif. Donc moins il y a d'eau, plus c'est compliqué, et on rentre forcément dans le conflit des usages, ça veut dire que tout le monde a besoin d'eau. Donc ma collègue l'a rappelé, la loi est très claire, le premier usage prioritaire, c'est l'eau potable. Du coup, c'est un peu rassurant pour les producteurs d'eau potable, mais vous verrez même qu'ils sont attaqués potentiellement là-dessus, tellement les usages deviennent comprimés et potentiellement conflictuels. Le deuxième, c'est les milieux. Et moi, je souhaite attirer votre attention sur cet aspect. C'est très compliqué dans notre société aujourd'hui de défendre les milieux aquatiques et les milieux naturels. Qui a des intérêts fondamentaux? Il n'y a pas d'intérêt économique, puisqu'on commence à rentrer dans une société où on a une vision de l'économie avant tout. Et donc, les milieux naturels sont souvent la variable d'ajustement, de dégradation. On empiète au niveau de sa qualité et de sa quantité. Et puis après, les multi-usages, je n'ai pas d'ordre de préférence, mais les loisirs. J'ai le maire de Beaumont-Saint-Cyr à côté de moi, donc il pourra peut-être également en parler. Mais les loisirs, l'industrie et l'agriculture. Donc ça, et la loi dit bien que ces usages doivent s'adapter à ce qu'il reste. D'abord l'eau potable et puis les milieux naturels. Bon. Grand Poitiers est très vigilant, vous allez le comprendre, sur un aspect l'aspect qualitatif de la ressource. D'abord parce que c'est un réel enjeu de santé publique. C'est-à-dire quand on parle de nitrates, de pesticides, de micropolluants, de rejets dans nos milieux naturels, ça c'est nous, c'est notre activité humaine. Je cible aucune activité, mais c'est nos activités en général, économiques, nos comportements sociaux, notre mode de consommation qui fait qu'on pollue nous-mêmes notre environnement. Alors après, il y a des systèmes sur lesquels, moi j'ai toujours tendance à m'opposer, mais sur lesquels on est obligé d'aller, c'est le curatif. C'est-à-dire qu'on crée des stations et puis on traite, mais on ne règle pas le problème. Et souvent, quand on va vers un mode curatif, les partenaires de l'eau ils me disent, bon, Laurent, vous avez monté une station, 5 millions d'euros, c'est l'abonné qui paye, c'est la collectivité. Bon, on va pas changer de pratique puisque vous avez trouvé le moyen curatif de régler le problème. En fait, le problème, il n'est pas réglé et c'est toujours une fuite en avant et c'est souvent catastrophique. Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur ce problème qualitatif de l'eau? S'il est défaillant, nous rentrons dans un problème également quantitatif. Ça veut dire qu'on peut avoir des ressources, des nappes qu'on abandonne parce qu'ils ne sont plus exploitables, parce qu'il y a des taux de pesticides ou de nitrates, la loi est très claire là-dessus, où on ne peut plus effectivement solliciter ces masses d'eau. Ça veut dire baisse de la qualité, c'est aussi baisse de la quantité. Un service public de l'eau a un devoir impérieux, c'est de vous délivrer de l'eau potable, de qualité, de la meilleure qualité possible. C'est très réglementé par les ARS. Grand Poitiers subit 2 prélèvements inopinés par jour. Voilà, on ne sait pas où ça se passe. Ils font les prélèvements, boum, vous êtes bon, vous n'êtes pas bon. Bon, on est bon, jusque-là on est bon et heureusement.
Donc, on est vraiment sur un enjeu de santé publique. Donc, on a ce devoir de vous distribuer en quantité et en qualité suffisante. Par contre, la police de l'eau, c'est le représentant de l'État, c'est monsieur le préfet. Donc, c'est tout un jeu de rapports de force, parfois, pas forcément conflictuel, mais c'est un rapport de force entre les représentants de l'État et les producteurs d'eau potable. La police de l'eau, c'est l'État. Donc, je le dis très clairement à l'Assemblée, si l'État souhaite qu'il y ait des changements de pratique, il souhaite qu'on ait un regain de nos masses de brut, il peut légiférer. Il peut prendre, mais d'ores et déjà, il a un arsenal législatif pour pouvoir procéder à une reconquête beaucoup plus pertinente et beaucoup plus volontaire de nos masses d'eau. Vous avez compris, pour moi, mon analyse, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Sur le volet, et je ne veux pas être très long, j'ai peut-être été déjà trop long, sur le volet projet de territoire, puisque c'est aussi un des ateliers qui sera abordé aujourd'hui. Alors nous, Grand Poitiers, on est plus qu'attentifs et même, je dirais même plutôt favorable à un PTGE, puisque la première demande, même pas d'un PTGE, d'un projet de territoire, c'est encore une chose une notion plus exigeante. Moi, je l'ai formulée dès 2015 à la clé du SAGE. Ça veut dire que c'est une demande récurrente de Grand Poitiers depuis 8 ans. 8 ans. Et pour nous, c'est quoi un projet de territoire? D'abord, ça doit être une sphère de rencontre qui doit rassembler l'ensemble des acteurs de l'eau, l'ensemble des acteurs des usagers de l'eau. Je dis bien des usagers de l'eau, pêcheurs compris. Je dis pêcheurs compris parce qu'il n'est pas loin. En plus, si je ne le cite pas, il va me le reprocher tout à l'heure. Laurent, tu vas parler de la pêche. On est copains, on n'a pas envie d'avoir de problème. Mais c'est très important, c'est l'ensemble des acteurs de l'eau. Ça veut dire les loisirs, l'industrie, l'agriculture, les producteurs d'eau potable, donc vous, les usagers, et puis les milieux. Ce fameux thermomètre, ce baromètre de la qualité de nos écosystèmes, de notre biodiversité, c'est les milieux. Ça ne se trouve pas ailleurs. Qualité de l'eau, qualité de l'air, si c'est défaillant, c'est qu'on n'a pas fait les bons choix. Collectivement, hein. Ce sont des choix politiques de nos territoires, de notre vision du vivre ensemble. Ça, c'est le résultat de nos choix politiques et citoyens. Donc pour nous, on demande très clairement qu'un PTGE soit instruit sur notre territoire. Et on souhaite d'ailleurs que l'État se mobilise avec ses services ARS, DDT, Agence de l'eau, BRGM, DRAL, DREAF. Hein, c'est des ministères qui ont des gens qui ont des têtes pleines, hein, qui sont capables d'instruire et d'aider des partenaires et des acteurs que nous sommes, que vous êtes, pour pouvoir travailler sur ce type de projets, qui sont des projets lourds. Nous, on y voit 3 volets. Un PTGE, c'est quoi? D'abord, le volet quantitatif. Hein, je vous ai dit, la quantité. Sébastien l'a pas mal détaillé, je ne vais pas revenir dessus. Quelle vision on a sur notre gestion dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, en partant de l'existant? On voit bien que ça se dégrade. On a vu pour la première fois nos rivières complètement à sec. C'était un drame, mais tu en parleras mieux que moi. L'aspect qualitatif, je viens d'en parler aussi. Quelle volonté et que veut-on sur le devenir de nos écosystèmes, de nos milieux naturels, etc. Et puis, un volet très important qui a tendance à être oublié, c'est le volet économique et social. C'est-à-dire, que veut-on pour nos services publics de l'eau, mais aussi pour l'ensemble des acteurs de l'eau? Quelle industrie on veut sur notre territoire? Quelle agriculture on veut sur notre territoire par rapport aux besoins d'eau que rencontre le monde agricole, etc., etc., sur 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et ça implique forcément des adaptations, puisque le climat, il change, et si on ne s'adapte pas, ça sera, je pense, on aura des périodes très compliquées à venir. On le détecte déjà. Nous, on subit, en tant que producteurs d'eau potable, une sécheresse hivernale depuis octobre 2021. Donc on est vraiment dans un stress, nous, services élus, à savoir si on va pouvoir distribuer de l'eau à l'ensemble de notre population dès avril. Il pleut, les rivières remontent, mais les nappes profondes ne se rechargent pas. Les plisiomètres sont au même niveau qu'au mois d'août. Hein. C'est assez désespérant. Donc voilà, j'étais peut-être trop long, mais il y aurait beaucoup de choses à dire. Et puis bien évidemment, avec plaisir, pour répondre à l'ensemble de vos questions dans la salle. Merci beaucoup.